Aujourd'hui, j'espère que vous n'avez pas prévu d'envahir le Seireitei car on va parler des 5 forces militaires spéciales. Ces fameux Shinigami qui, selon Yua, sont les plus dangereux dans le camp du Gotei 13. Cette liste contient en effet les guerriers les plus à même de contrecarrer les plans de l'empereur Quincy et qui sont des cibles prioritaires pour les Sternritter. Et dans cette vidéo, on va revenir un peu sur leur implication et leur rôle pendant la guerre. Comme vous le savez, ces 5 Shinigami ont tous été des pièces maîtresses lors du conflit avec le Vandenreich, et chacun d'entre eux s'est illustré à sa manière en accomplissant différentes prouesses. Mais comme toujours, avant de parler de tout ça, je vous remercie pour votre soutien à la chaîne après tout ce temps. Ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on parle de Bleach ici, et c'est toujours un plaisir de voir que mes vidéos intéressent encore du monde. Je dois aussi vous prévenir que cette vidéo contient des spoils majeurs du manga, et si vous n'êtes pas à jour, je vous invite à repasser plus tard pour pas vous gâcher certains moments qui n'ont pas encore été adaptés dans l'anime. Et maintenant que c'est dit, passons au sponsor du jour qui n'est autre que Raid Shadow Legends, un jeu mobile free-to-play qu'on n'a plus besoin de présenter, et qui regroupe des millions de joueurs à travers des combats stratégiques de grande envergure. Que ce soit en PvE ou en PvP, le jeu met à votre disposition plus de 650 champions différents à utiliser pour créer des équipes uniques selon votre propre style de combat, et que vous pouvez en plus customiser à l'infini avec de nombreuses possibilités de personnalisation. Une fois votre team en place, plus qu'à se jeter dans l'arène pour casser des têtes dans différents modes de jeu adaptés à la fois aux joueurs occasionnels mais aussi aux tryharders, et qui vous proposent un contenu ahurissant avec énormément de trucs à faire et des graphismes qui sont clairement impressionnants pour un titre mobile. En plus de ça, le jeu est constamment mis à jour et a récemment sorti une toute nouvelle rareté de champions, les champions mythiques. En tant que guerrier ultime, ils disposent d'une aptitude unique, la métamorphose, qui leur permet d'alterner entre 2 formes différentes, comme si vous aviez 2 champions en un. Ça en fait donc les combattants les plus polyvalents et les plus puissants du jeu, car ils apportent encore plus de flexibilité dans la création de vos équipes de combat et peuvent s'adapter à toutes les situations. Mais en plus de ça, en ce moment, vous avez la possibilité d'obtenir gratuitement le champion légendaire Sun Wukong, un perso inspiré de la célèbre légende chinoise, à l'instar de Goku dans Dragon Ball. Pour ça, il suffit de se connecter au jeu pendant 7 jours d'ici au 23 octobre et hop, un champion légendaire gratos, ça se refuse pas. Et c'est pas tout, en utilisant le code JTSKIN avant le 7 octobre, les nouveaux joueurs auront aussi une chance de récupérer un champion épique inédit, le Chevalier Serre, qui débarque avec un skin exclusif créé par le vidéaste John Tron. Bien évidemment, avec le lien qui apparaît ou via le QR code à l'écran, vous pourrez aussi obtenir un pack de démarrage gratuit contenant tout ce qu'il faut pour démarrer sereinement dans le jeu et commencer la création de votre équipe de champions. Avec tout ça, vous avez donc plus qu'à télécharger gratuitement le jeu via le lien en description pour vous lancer dans des batailles épiques. Et en attendant, merci à Raid Shadow Legends d'avoir fait confiance à la chaîne pour ce partenariat. Mais maintenant, il est temps de s'intéresser à notre sujet du jour, les forces militaires spéciales et leur impact dans la guerre face au Quincy. Et si jamais vous avez oublié quels Shinigami font partie des FMS, commençons par récapituler un peu. Dans cette liste, on retrouve Zaraki, Urahara, Aizen, Ichibei et Ichigo, qui sont vus par Yua comme étant les plus grosses menaces dans le camp Shinigami, et ici on va passer en revue chacun de leurs accomplissements notables. A commencer par Zaraki, qui est craint à cause de sa force de combat monstrueuse. Durant la guerre, il a d'ailleurs fait honneur à son titre de Kenpachi, en étant celui qui a abattu le plus d'adversaires. En effet, ce sont pas moins de 4 Sternritter qui ont péri sous ses coups, et parmi ces 4, il y en a 3 qu'il a fumé avant son entraînement mortel avec Unohana. Les possesseurs des schrifts Q, R et Y n'ont eu aucune chance face à lui lors du premier assaut Quincy. Même si c'est pas vraiment exact de dire ça puisqu'il y a 2 Sternritter Y, et Zaraki a ensuite été terrassé par le deuxième, qui faisait alors office de réplique de Yua. C'est après ça qu'il regagnera enfin toute sa puissance grâce à la capitaine de la 4ème division, qui a mis sa vie en jeu pour permettre au Kenpachi de briser ses chaînes et à partir de là il gagne enfin accès à son Zanpakuto. Et pour moi, le moment le plus décisif de Kenpachi est son combat avec Grémy, durant lequel il sauve littéralement tout le Seireitei d'une destruction certaine. Je fais bien sûr référence à la fameuse météorite qu'on a récemment vue dans l'anime, et qui est facilement un des moments les plus badass de cet arc. Si Kenpachi l'avait pas détruite, elle aurait occasionné des dégâts irréversibles en plus de coûter la vie à de nombreux soldats des 2 camps. Et j'imagine même pas la réaction d'Ichigo s'il avait découvert le Seireitei en ruine à son retour. Donc ouais, le fait d'avoir pu mettre Grémy et son imagination hors d'état de nuire, c'est clairement un exploit de fou qui aura permis de se débarrasser d'une des menaces les plus dangereuses chez les Quincy. Et juste avec ça, Kenpachi est déjà largement à la hauteur de son statut de FMS à mon avis. Mais pourtant, il va encore s'illustrer au combat en tenant tête à Gerard Valkyrie. Encore un adversaire qui aurait pu semer la désolation dans le camp du Gotei s'il n'avait pas été maîtrisé. Une prouesse que l'on voit à Kenpachi mais aussi à Hitsugaya et Byakuya. Après, le truc c'est qu'il le tue pas et au final, c'est Yua qui se charge de lui à distance. Mais ça enlève rien au fait que s'il l'avait pas retenu, il aurait sûrement fait pencher la balance du côté des Quincy au vu de ses pouvoirs miraculeux. Et en vrai, maintenant on sait qu'ils auraient pu le fumer en réalité, étant donné que le point faible de Gerard vient de cette croix Quincy qui lui fait office de cœur en quelque sorte. Souvenez-vous, on la voit apparaître au moment où Kenpachi Bankai le coupe en 2, et si les capitaines avaient alors concentré leurs attaques sur cette croix, ils auraient pu le tuer. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le statut de FMS est largement mérité pour le capitaine de la 11ème. Donc passons au suivant qui n'est autre que l'humble vendeur de bonbons Kisuke Urahara. Lui, bien qu'il se soit illustré au combat, c'est surtout en tant que soutien que son rôle a été décisif. Et c'est logique puisqu'il est craint à cause de ses ressources. Sa capacité à prévoir et à gérer des multitudes de situations, couplées à ses connaissances extraordinaires, font de lui une des têtes pensantes du camp Shinigami. Et son expertise a permis de débloquer de nombreuses situations tendues que le Gotei n'aurait pas pu surmonter sans lui.
Par exemple, il est celui ayant mis au point les Shineiyaku afin de contrer le vol des Bankai, ce qui a non seulement permis de rééquilibrer les forces, mais aussi de donner un gros boost au moral du Gotei, qui a pu se relever dans une situation très défavorable. Il a aussi permis aux Shinigami de gagner le palais du roi transformé en Varvelt après la défaite de la Division 0. Si Kisuke n'avait pas préparé toutes ces contre-mesures à l'avance, on peut donc quasiment garantir que les Quincy auraient gagné. Mais il faut pas oublier qu'il a aussi brillé sur le champ de bataille, en étant l'acteur principal de la défaite d'Askin. Certes, il a été aidé par Grimmjow qui porte le coup final, mais sans tous ses efforts, ça aurait pas été possible, donc on peut clairement affirmer qu'il fait partie des MVP dans cette guerre, et son statut de FMS n'est absolument pas volé. On va donc passer sur Ichibei, le leader de la Division 0 qui est craint pour sa sagesse ancestrale. Son implication dans cette guerre est un peu particulière, mais on peut dire que lui aussi a été une force décisive qui a permis aux Shinigami de remporter la victoire, même si c'est clairement pas le plus déterminant. Déjà, la Division 0 a globalement sauvé pas mal de monde après le premier assaut, et Ichibei s'est lui-même chargé d'entraîner les Shinigami conviés au Ryoku, ce qui a fait une grosse différence dans certains combats. Grâce à lui, Renji et Rukia ont quand même pu se débarrasser d'Aznot et de Mask, qui autrement auraient posé de gros problèmes. Il a ensuite affronté Yua en 1 contre 1 et malgré sa défaite, il a quand même pu lui faire perdre du temps, même si bon, ça fait pas non plus une différence de fou. Et après ça, il meurt, il se fait ramener à la vie par Ichigo, le supplie d'arrêter Yua et voilà. Bonne chance et merci à tous. Bon, je troll un peu, en vrai il donne des informations importantes, mais c'est pas tellement décisif. Et si on résume, Ichibei est sûrement la FMS qui aura le moins pesé dans la balance, ce qui, ma foi, est un peu symbolique du fiasco de la Division 0. Mais ça veut pas dire qu'il mérite pas le statut ou qu'il est nul. C'est surtout une question de scénario de mon point de vue, et je pense vraiment que la Division 0 a entraîné l'auteur dans une impasse. De ce fait, Ichibei est celui qui aura causé le moins de problèmes au camp des Quincy avec qui il n'a finalement que très peu interagi. Et après son combat avec Yua et sa résurrection, il n'a plus aucun impact notable sur la guerre. Alors ok, il ramène les autres membres de sa division d'entre les morts et scelle le corps vaincu de Yua en tant que nouveau roi des esprits, mais à ce stade, il n'influe pas sur le cours des combats. Continuons plutôt avec Aizen, qui est la 4ème FMS et qui est craint par Yua à cause de sa pression spirituelle hors du commun. Le prisonnier du Muken a toujours été un Shinigami un peu unique, disposant d'une puissance naturelle énorme et d'une quantité de Reiatsu phénoménale. Son premier fait notable est d'avoir modifié la perception du temps de Yua lors de sa première rencontre avec lui. Et c'est important car sans ça, il aurait pu avoir le temps d'achever Ichigo pour l'embarquer avec lui. Mais grâce à la ruse de l'ex-capitaine, l'empereur Quincy ne s'est pas rendu compte qu'il avait déjà passé trop de temps en dehors des ombres, et il a été forcé de quitter le Seireitei en laissant Ichigo sain et sauf. On peut donc dire que l'action d'Aizen a indirectement sauvé la vie du Shinigami remplaçant, ce qui n'est pas rien étant donné que c'est lui qui mettra un terme à cette guerre. Ensuite, le deuxième fait d'armes de Sosuke survient à la fin du manga, après qu'il ait été libéré temporairement par Kyoraku pour prêter main forte au Gotei 13. Bon, on va zapper tous les moments où il est sur sa chaise, puisqu'au final il fait pas grand chose de notable dans cette forme. On a droit à une démonstration de sa puissance monstrueuse à travers son Kuroitsugi, et il tente même de faire tomber le palais du roi rien qu'avec son Reiatsu. Mais les limitations apportées à sa puissance par Mayuri l'en empêchent, donc il se contente d'attendre jusqu'au combat final, ce qui est un peu décevant quand on y pense. Mais du coup ouais, ce deuxième fait d'armes dont je parlais, c'est bien sûr quand il affronte Yua aux côtés d'Ichigo et Renji. Lors de cet affrontement final, le pouvoir de Kyoka-Suigetsu sera de nouveau décisif et permettra de gagner un temps précieux. Si Aizen n'avait pas été là, Ichigo et Renji auraient bien pu se faire massacrer sans sommation avant qu'Uryu n'arrive avec sa flèche d'argent. Et dans ce cas, la victoire du Vandenreich aurait été assurée. Quoi qu'il en soit, parfois de simples détails peuvent faire toute la différence, et Yua a clairement eu raison de placer Aizen dans les FMS. Il nous reste donc plus qu'une force militaire spéciale et il s'agit évidemment d'Ichigo, qui figure tout en haut de la liste à cause de son potentiel d'évolution monstrueux. Mais si on résume grossièrement, faut bien admettre que durant cette guerre, Ichigo passe pas mal de temps à courir à droite à gauche sans vraiment chambouler quoi que ce soit, et c'est un peu dommage. Bon, déjà on peut dire qu'il sauve entre guillemets le Wekomundo avec l'aide de Kisuke et compagnie, mais une fois à Soul Society, après que son Bankai soit brisé, il passe par diverses étapes afin de gagner en puissance comme vous le savez. Et au final, il n'est pas vraiment impliqué dans les combats au Seireitei si on nommait son fight perdu face à Yua, et son accrochage avec les Stern Ritter qui ne mène à rien. Enfin si, en vrai à ce moment-là il sauve Kenpachi, faut quand même pas l'oublier, mais à part ça il change pas grand chose à la situation, et sa descente permet même à Yua d'infiltrer le Ryoku. Du coup notre héros doit lui aussi y retourner, sauf que tout se passe pas comme prévu et là-bas il finit par trancher lui-même le roi des esprits. C'est pas de sa faute évidemment, mais c'est un coup dur, surtout qu'après son groupe se fait dégager et il doit encore se retaper du chemin, cette fois avec l'aide de Yukio et Riruka. Une fois de retour, il se remet à courir dans tous les sens et finit par tomber sur Askin, qui le poutre off-screen. Et je sais que je parle souvent de ce passage honteux ces derniers temps, mais bon à chaque fois que je le mentionne ça me choque toujours autant, j'y peux rien. Enfin bref, après ça, plus qu'à foncer vers Yua en résolvant au passage les problèmes avec Uryu en 2 secondes, ensuite on se fait marbrer, on y retourne et cette fois on gagne. Donc évidemment Ichigo aura été décisif vu qu'il parvient malgré tout à vaincre Yua, mais je peux pas m'empêcher de ramener sur le tapis son traitement dans cet arc, qui a laissé plus d'un fan dans le brouillard à l'époque. Maintenant plus qu'à voir ce que l'anime fera pour améliorer tout ça et mettre Ichigo un peu plus en valeur, mais en attendant on va finir cette vidéo en mentionnant 3 persos que je considère un peu comme des FMS cachés.
À commencer par Mayuri Kurotsuchi, aussi connu comme étant le meilleur personnage de Bleach. En plus d'avoir vaincu Giselle et Pernida avec l'aide de Neme, il a aussi sauvé de nombreux Shinigami haut placés d'une mort certaine et a été un élément clé dans la victoire du Gotei. Et c'est sans parler du fait qu'il soit parvenu à protéger son laboratoire secret des ombres Quincy. Sans ce laboratoire, les Shinigami auraient perdu l'accès à leurs technologies les plus importantes et n'auraient jamais pu remporter la guerre. Ensuite, il faut qu'on mentionne Ryuka Nishida, car même si son implication est moindre, il reste celui qui a délivré la flèche d'argent à Uryu. Alors oui, tout ça est assez mal amené, mais c'est tout de même un élément décisif qui a permis de grandement déstabiliser Yua lors du combat final. Et là-dessus aussi, on espère en voir un peu plus dans l'anime, car dans le manga, tout n'est pas clair. Le lien entre Soken Nishida et le Vandenreich, par exemple, reste très flou. Mais bon, je suis quasi certain que ces éléments seront plus exploités dans les prochaines parties. Et enfin, on va finir avec Shukuro Tsukishima. Bon, lui aussi, son implication est moindre, mais il faut quand même le mentionner car son intervention a été vitale malgré tout. En effet, il a permis au sabre d'Ichigo d'être à nouveau réparé en quelque sorte, en créant un passé dans lequel il n'a pas été détruit. De ce fait, Orihime a pu le ramener à son état normal, avant qu'il ne soit brisé par le pouvoir de The Almighty. Mais c'est pas tout, puisque Tite Kubo nous a récemment dévoilé qu'en faisant ça, il est aussi parvenu à restaurer les Reiatsu perdus d'Ichigo qui lui avaient été dérobés plus tôt par Yua. C'est donc une intervention courte mais décisive que nous propose le Fullbringer dans cet arc, contrairement à son compère Ginjo qui lui fait littéralement office de figurant. Et avec tout ça, je pense qu'on a fait le tour des FMS et de leur action décisive pendant cette guerre face aux Quincy. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à claquer vos bankai sur le bouton like et à me faire vos retours en commentaire si vous le souhaitez. Moi, de mon côté, j'ai encore du taf avec les reviews, donc je vais pas trop m'étaler. D'ailleurs, on arrive bientôt à la fin de la partie 2, et on se fera un live pour faire le bilan de tout ça une fois qu'elle sera terminée. Mais en attendant, c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.